L'objectif, là, c'est que je vous explique un petit peu ce que sont les vétérinaires sapeurs-pompiers, sachant que on est sur un forum des métiers et qu'en fait, on peut considérer que être pompier, c'est effectivement une passion, ça c'est clair. C'est pas encore un métier au sens où sur l'ensemble des vétérinaires sapeurs-pompiers en France actuellement, il n'y en a que 3 qui sont des salariés plein temps. Les autres ont des statuts soit de sapeurs-pompiers volontaires, soit de réservistes activés dans les structures militaires. C'est le cas par exemple pour les pompiers de Paris. Donc on va essayer de voir un petit peu ce que sont d'abord ces vétérinaires sapeurs-pompiers. Est-ce que c'est une simple anecdote ou est-ce que c'est quelque chose qui est bien développé en France? Bah, concrètement, aujourd'hui, on est 325 vétérinaires sapeurs-pompiers. Alors je dis on parce que pour ceux qui ne le savent pas, ça fait 30 ans en ce qui me concerne que je suis vétérinaire-chef de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Activité que je vais d'ailleurs bientôt arrêter. Vous voyez que la répartition géographique, elle est très très variable. Il y a des départements comme région parisienne où vous le voyez le nord, certains départements de l'Est, la région Rhône-Alpes, où il y a 5 vétérinaires et plus par département, ce qui permet d'assurer effectivement une garde opérationnelle 24/24, et puis la zone Massif central un petit peu qui est défavorisée avec généralement un seul veto ou pas de veto. Donc c'est pas encore tous les départements sont pas encore dotés. Et au niveau intervention, c'est-à-dire au niveau opérationnel, ça concerne en fait deux types majeurs d'interventions. Ce sont les interventions animalières d'une part et les interventions à caractère biologique. Alors s'ajoute à ça, j'y reviendrai, pour ceux des vétérinaires qui sont diplômés conseillers techniques, cynotechniques, le volet intervention faisant appel à des chiens de recherche de personnes ensevelies ou égarées. Et puis également, ce qui se produit assez souvent en région parisienne, enfin dans les grandes agglomérations et un peu moins ailleurs, les interventions de type toxi-infection alimentaire collective, où l'expérience montre que c'est bien utile d'avoir des vétos. Donc au total, en intervention animalière et à caractère biologique, l'an dernier, il y en a eu un petit peu moins de 50 000 en France, et il y en a 3 000 dans lesquels les vétérinaires sapeurs-pompiers se sont directement impliqués ou ont pris en compte l'intervention. Et les rôles là-dedans sont des rôles à la fois opérationnels, donc présence sur intervention, prise en compte des interventions, des rôles de formation, des rôles de contrôle et également des rôles de recherche. Alors c'est plus du développement que de la recherche, hein, vous en doutez, parce que les structures sapeurs-pompiers ne sont pas des instituts de recherche. Mais bon, ça touche à des domaines assez variés qui vont de la cynotechnie opérationnelle à la gestion de ce qui est risque biologique. On pourra détailler ça aussi. Tout ce qui est sécurité alimentaire, aussi bien pour les pompiers eux-mêmes que pour la participation à des interventions de type toxi-infection alimentaire collective. Puis bien sûr, tout ce qui est risque animalier. Alors, si on regarde le secteur pompier de Paris, c'est un secteur qui est grand, hein, c'est 6 500 000 habitants qui sont défendus. C'est 2 500 000 salariés qui rentrent sur ce secteur tous les jours. C'est 60 millions de tourisme, de touristes, c'est toutes les institutions françaises et c'est 1 500 000 habitants. S'ajoute à ça deux autres secteurs qui sont défendus par les pompiers de Paris. Kourou, notre base de lancement des fusées Ariane, et puis Biscarrosse, le centre d'essai des Landes, de tout ce qui est missiles divers et variés, et puis également nos seuls puits de pétrole qui sont sur Biscarrosse, avec un secteur qui est vraiment original et intéressant, parce que Paris est un gruyère. C'est bourré de trous, de tunnels, de choses diverses et variées qui font que régulièrement, il y a des immeubles qui s'effondrent sans qu'on comprenne pourquoi, et puis des problèmes de risques biologiques qui émergent aussi. Voilà, alors revenons-en à nos vétérinaires sapeurs-pompiers hein, d'une manière un petit peu plus générale. Pourquoi y a-t-il des vétérinaires sapeurs-pompiers? C'est quelque chose qui est né, enfin, c'est une activité qui est née en fait il y a relativement peu de temps, on va dire, ça fait une grosse trentaine d'années, par l'intermédiaire d'un veto alsacien
Alors c'est assez normal parce qu'en Alsace, il y a une vieille tradition d'être sapeur-pompier. Ça remonte aux différentes guerres qui ont vu les Alsaciens devenir régulièrement allemands. Et donc, pour rester français, ils avaient trouvé cette méthode simple pour mettre un uniforme français qui était d'être sapeur-pompier. Donc, ils ont gardé cette tradition. Mais bon, les rôles à la base, c'est d'être conseiller technique pour tout ce qui est vétérinaire auprès d'un état-major. Les pompiers, qu'ils soient civils ou militaires, sont structurés de la même manière, donc d'une manière assez militaire en fait. Donc tout ce qui peut toucher à la santé animale avec le suivi des chiens de recherche, bien sûr, mais également le volet zoonotique. Et ensuite, il y a tout ce qui est formation, aussi bien dans le domaine cynotechnique que dans le domaine hygiène alimentaire et dans le domaine du risque biologique. Au plan opérationnel, c'est essentiellement le risque biologique, certes, mais que je qualifierais de macrobiologique, c'est-à-dire les animaux dangereux, concrètement. Et un animal blessé ou en difficulté est un animal dangereux, donc c'est une fonction aussi de conseil au commandement sur ce qui est faisable ou pas faisable au sein de cette structure. J'en profite pour vous rappeler un petit peu, si vous ne le savez pas, comment est structuré en fait le monde des sapeurs-pompiers en France, la sécurité civile. On a des corps de sapeurs-pompiers militaires qui sont la brigade de sapeurs-pompiers de Paris qui défend Paris et la petite couronne, le bataillon des marins-pompiers de Marseille qui défend une partie de Marseille, et puis des unités dites d'intervention et d'instruction de la sécurité civile, en l'occurrence la numéro 1 qui est à Nogent-le-Rotrou et la numéro 7 à Brignoles dans le Var et la numéro 5 à Corté en Corse, mais uniquement en situation de feu de forêt, donc uniquement en été en fait. Ces deux unités de sécurité civile étant celles qui sont ciblées sur les risques technologiques, donc tout ce qui touche au NRBC, nucléaire, radiologique, biologique, chimique, et tout ce qui est feu de forêt et projection sur tremblement de terre. En dehors de ça, on a bien sûr une grosse dominante de sapeurs-pompiers civils, qui sont les services départementaux d'incendie et de secours qu'on a dans tous les départements, qui sont soit des sapeurs-pompiers volontaires, soit des sapeurs-pompiers fonctionnaires territoriaux, qui dépendent en l'occurrence des conseils départementaux directement. Tout ça étant placé sous tutelle de la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises au niveau du ministère de l'Intérieur. Voilà. Donc, pour en revenir aux fonctions, conseiller technique vétérinaire et conseiller technique cynotechnique, si ce veto est breveté, en l'occurrence, à ce niveau-là, il y a 3 niveaux dans la spécialité cynotechnie. Le niveau 1, Cyn 1, c'est le conducteur cynotechnique, donc concrètement, c'est l'équipe homme-chien qui est brevetée. Cyn 2, c'est le chef d'unité, donc c'est quelqu'un qui est susceptible d'abord d'intervenir comme formateur et ensuite de prendre en compte une intervention dès lors qu'il n'y a pas plus de 2 chiens qui sont engagés. Et lorsqu'on a plus de 2 chiens qui sont engagés, c'est directement le Cyn 3, donc le conseiller technique cynotechnique, qui lui va gérer l'ensemble de l'intervention. Donc là-dedans, ça amène à travailler bien sûr sur l'amélioration de la performance des chiens de recherche. On a des chiens pour lesquels on essaye d'augmenter le temps de travail et d'augmenter également le volet prévention, parce qu'en décombre, c'est une activité qui est passablement dangereuse. Ensuite, les conducteurs et les chefs d'unité, ils sont pilotés par le conseiller technique. Enfin bref, fonction de commandement en tant que tel. Puis enfin, il y a le domaine du risque biologique, où là, ça concerne la formation des personnels qui sont dans les groupes d'intervention bio, sur les interventions à caractère biologique, qui peuvent être accidentelles, qui peuvent être de type sanitaire ou qui peuvent être de type bioterroriste. L'expertise sur intervention également dans ce domaine-là et dans tout ce qui est infection alimentaire et puis l'hygiène alimentaire des différents casernements. Voilà. Donc en règle générale, dans tous les départements, il y a une couverture opérationnelle veto 24/24. Les formations, elles sont faites en interne ou en externe, etc. etc. Je passe là-dessus. Et les moyens dont on dispose sont les moyens cynotechniques, donc les équipes cyno, comme on dit, et puis les moyens des équipes risques animaliers. Maintenant, la plupart des départements sont dotés avec des équipes spécifiques pour gérer les problématiques animalières. Et là encore, c'est le veto qui forme et qui pilote. Enfin, il y a les moyens du 3SM, c'est-à-dire le service de santé et de secours médical. Donc tout ce qui est médecin, pharmacie en particulier, puisque le problème de la loi sur la pharmacie vétérinaire font que c'est pas simple pour nous, véto-pompiers, de pouvoir disposer des médicaments dont on a besoin. Alors,
À Paris, en fait, tout ce qui est cynotechnique et risque animalier est regroupé. Ce sont les mêmes personnels, ils sont 16 avec les vétos, et sur les services départementaux d'incendie et de secours, en règle générale, ce qui concerne les chiens et le risque animalier fait l'objet de deux équipes séparées. Si on rentre un petit peu plus dans le détail, pour que vous voyez, pour ceux qui ne connaissent pas à quoi ça correspond, on a donc deux types d'interventions, hein, des interventions à finalité secours à victimes et puis des interventions à finalité préventive. Dans le secours à victimes, on a la recherche de personnes, où là, on a un rôle direct si on est breveté SIN 3. Alors, la recherche de personnes, ça peut être des explosions, ça peut être des effondrements. On a aussi un rôle de veto sur place, parce que bien souvent, les chiens se blessent. Hein. Ça peut être des personnes égarées, souvent des enfants ou des Alzheimer, la plupart du temps. Recherche de personnes noyées aussi, c'est-à-dire aide à la localisation des noyés. C'est quelque chose qu'on a mis au point. Ça a fait l'objet d'ailleurs de 2 tests veto à l'époque, il y a 7-8 ans au niveau des pompiers de Paris. Et depuis, on n'a vraiment que des succès avec ça. C'est-à-dire que concrètement, les chiens sont capables en fait d'aider les plongeurs à localiser un petit peu l'endroit où se trouvent les personnes. Et donc le rôle de veto, c'est de gérer cette plateforme mobile qu'est le chien, de façon à permettre d'exploiter le système mobile de détection. Ensuite, on a les interventions dans lesquelles on a des blessures par animaux, où on n'a pas encore les blessures, mais on va les avoir. Ça, c'est une intervention que j'avais eu l'occasion de traiter il y a très longtemps. Mais je la prends toujours comme exemple parce qu'il faut toujours prendre comme exemple les erreurs qu'on peut faire hein, dans la vie. Ce chimpanzé s'appelle Victor. Je ne sais pas si vous imaginez ce qu'est la force musculaire d'un chimpanzé, mais celui-là, il faut du monde pour le maîtriser. Il appartenait, ou il appartient toujours à Bambou, qui était la nana de Serge Gainsbourg. Il se baladait comme ça dans les rues de Montreuil. Donc on a voulu le ramener chez lui calmement, gentiment, ce qui était la meilleure option, ce qui est toujours difficile quand il y a du monde, bien évidemment. Et au moment où cette photo est prise, en fait, juste après, il y a une dame âgée qui a surgi sur le perron de son pavillon, qui s'est mise à hurler quand elle a vu le singe. Donc, qu'a fait le singe? Il a sauté dans le jardin, il est allé prendre à bout de bras cette pauvre dame, et il a commencé à lui fracasser le crâne contre le mur. Voilà, donc le temps qu'on arrive, il y avait effectivement du dégât. Donc, c'est là où on se pose des questions a posteriori. Est-ce que j'aurais dû procéder différemment? Est-ce qu'il valait mieux l'endormir? Endormir un primate comme ça, de toute façon, compte tenu du temps qu'il faut pour que l'anesthésique fasse effet, et quand vous avez des centaines de gens qui ne peuvent pas s'empêcher de regarder, c'est aussi prendre un risque énorme. Donc ça vous montre simplement que ce n'est pas simple dans le décisionnel et qu'il faut savoir reconnaître ces... Bon, alors la téléanesthésie, on est amené à l'utiliser de temps en temps, bien évidemment, soit pour des gros animaux en difficulté, soit lorsqu'on a des sangliers qui se promènent dans des zones pavillonnaires. C'est pas que le sanglier soit excessivement dangereux, mais enfin, ça fait quand même du dégât, surtout s'il y a des enfants. On fait énormément de captures de serpents, on est à plus de 300 par an, dont 20% sont des venimeux graves, donc là aussi, il faut former les personnels. On peut capturer des nandous, des émeus, des autruches. Il y a des gens qui élèvent tout et n'importe quoi en région parisienne. Ça, c'est un collègue du Vaucluse qui intervient à la ferme aux crocodiles. Récupérer des animaux saisis par les services des douanes dans les cirques, ça c'est un autre domaine d'activité. Et puis bien évidemment tout ce qui est gestion des gens qui sont blessés, ou des fois des choses un petit peu ridicules comme les corneilles qui se mettent à attaquer tout le monde. Alors à ce moment-là, les pompiers croulent sous les appels. Bref, toxi-infection alimentaire collective. Alors on gère, les vétos-pompiers doivent déjà gérer celles de leur propre centre de secours, mais de temps en temps, on est confronté à de grosses tiacs. C'en était une sur la tour de la Société Générale à La Défense, où il y avait un peu plus de 3000 personnes qui étaient mal en point après avoir consommé des sushis de thon dont la chaîne du froid avait été cassée. Donc ça veut dire de l'histamine dans les sushis, à partir de là, des chocs histaminiques avec, vous l'imaginez, des œdèmes de Queen, j'en passe et des meilleurs. Donc là, on est utile parce qu'on a le réflexe, c'est-à-dire si on a une tiaque sur un mariage antillais, par exemple, ce qui est fréquent, c'est généralement du boudin antillais qui est venu par bateau,
Et là, on sait que ce sont des tiacs à staphylocoque avec des gens qui ont des vomissements coercitifs. Ça peut tuer. Hein. Donc, on a ces réflexes en fait qui permettent d'orienter les médecins très vite dans les traitements les plus efficaces. Alors ensuite, vous avez tout ce qui est gestion animaux dangereux ou en difficulté. Un animal en difficulté est toujours un animal dangereux. Et là encore, Paris se spécialise dans le n'importe quoi. Maintenant, en province, c'est surtout des problèmes de chevaux ou de bovins, hein, bien évidemment. On a même du kangourou chez nous. Ou du renne, la reine du Père Noël. Voilà. Les chats coincés dans les moteurs. Un classique du genre. Voilà. Et puis, il reste les interventions à caractère biologique qui peuvent, je vous l'ai dit, être naturelles, accidentelles ou intentionnelles. Donc là, toutes les choses sont programmées, hein, bien évidemment. Et le veto, il est intégré directement au dispositif pour son expertise. D'ailleurs, c'est en règle générale le seul qui est vraiment compétent dans le domaine des risques biologiques au sein d'un corps de sapeurs-pompiers. On a des engins qui sont dédiés, qui sont prévus pour ça, avec du matériel, parfois du matériel inutile, parfois des engins inutiles comme celui-là, parce que de toute façon, il est tellement lourd et avec une tellement faible garde au sol qu'il ne peut pas passer dans Paris, donc il peut intervenir que sur autoroute. Enfin bref. Donc là-dedans, le veto, lui, son rôle, c'est un petit peu de sortir de l'approche doctrinaire, parce que le biologique s'accorde très mal avec le doctrinaire. Et puis voilà, quoi. Bon, alors après, on a les domaines non interventionnels qui sont la formation de tout ce qui est hygiène de nos personnels. Ça peut être la gestion des punaises qui envahissent actuellement les grandes villes. La formation des personnels bio. Vous verrez de temps en temps des manœuvres se faire dans l'école, dans certains labos de l'école ou de l'ANSES. Bon, je passe sur tout ça. La formation des personnels cynotechniques à la connaissance de leurs chiens déjà, et puis également tout ce qui est amélioration des compétences, voire adaptation aussi des chaînes de décontamination aux chiens. On a mis ça au point parce qu'on se retrouve parfois confronté à cette problématique, et puis on s'attend aussi à avoir du terrorisme avec ce qu'on appelle des bombes sales, donc des bombes qui sont à la fois des bombes et qui vont balancer des substances radiologiques. Donc les chiens qui seront engagés sur ces décombres seront forcément en difficulté. Et puis le travail aussi sur les chaînes de décontamination bio face à ce risque bioterroriste. Voilà, donc on cherche des solutions pour, imaginons une explosion dans un laboratoire de niveau 3 ou de niveau 3+, et ben on se retrouve quand même avec des virus ou des bactéries qui se baladent. La même chose si c'est du terrorisme. Donc, il faut essayer de voir ce qu'on peut utiliser, des murs de mousse, des murs liquides, la destruction, pourquoi pas, de façon à juguler le risque de dispersion de l'agent biologique. Voilà. Donc, ça impose de faire une veille scientifique dans ce domaine-là. Et on est allé un peu plus loin, puisqu'en 2000, on a créé un diplôme de médecine vétérinaire et de catastrophe, qui est un peu en stand-by maintenant, qu'on vient de relancer en fait en Belgique, parce qu'en France, on avait du mal, là encore, à trouver des crédits. Donc, de façon à essayer d'expliquer aux vétos qui veulent s'impliquer, en fait, comment on gère une catastrophe et comment on se prépare aussi à ces catastrophes. Donc, il y a des phases dans la réponse à une situation de désastre, quel qu'il soit. Mais la réponse, en fait, elle est d'autant plus efficace qu'on s'est bien préparé et que, par voie de conséquence, on a travaillé à partir de la catastrophe précédente pour préparer cette catastrophe suivante. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'animal. Et l'animal, en fait, vous avez 5 catégories d'animaux, concrètement, à prendre en compte, qui sont les animaux victimes, les animaux dangereux, les animaux en tant que denrées alimentaires, les animaux sauveteurs, et puis les animaux sentinelles. Si vous avez une contamination radiologique, par exemple, on sait que ce sont les papillons qui vont être l'animal sentinelle, parce que c'est l'animal le plus fragile aux radiations. Donc on a comme ça, pour les différents risques, toute une série d'animaux qui peuvent servir de sentinelles. Si vous avez des cygnes qui meurent de paralysie flasque au bord d'un lac, vous avez des chances quand même pour que ce lac soit contaminé avec du botulisme, par exemple. Donc, tout ça, ça s'apprend. Et l'objectif, c'est un peu de faire en sorte que l'ensemble de la population vétérinaire, à terme, soit susceptible de répondre à ces situations de crise ou à ces situations de catastrophe. Alors, les vétos de sécurité civile ou militaire sont des vétos qui sont entraînés à ça.
Ceux des administrations ou les vétérinaires praticiens ne le sont pas. Donc un objectif pourrait être effectivement d'entraîner tout le monde de façon à ce qu'on puisse répondre à toutes ces situations. Ce d'autant plus que quand on a, par exemple, un tremblement de terre, on sait pertinemment qu'on a plus de morts en phase 2 avec les répliques de par les gens qui viennent rechercher leurs animaux de compagnie qu'en phase 1, quoi. Donc, il y a effectivement du travail à faire dans ce domaine-là. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous expliquer ensuite? C'est, vous voyez, par exemple, ça, c'est inondation. Alors, quand on voit les inondations, on ne retrouve pas simplement des cadavres d'animaux dans les arbres. On retrouve aussi des engrais, des pesticides, des choses qui étaient dans les fermes, qui se retrouvent épandues dans les champs. Et lorsqu'on remet les animaux en pâture immédiatement après une inondation, et bien souvent, on a des surprises avec des animaux qui vont y passer simplement parce qu'on a toutes ces substances toxiques qui ont été épandues. Bon, c'est un exemple parmi d'autres, mais ça fait partie de ces choses auxquelles il faut penser. Puis il y a tout le concept des zoonoses dans les deux sens. Vous savez, en ce moment, on est en plein dedans. Donc voilà. Tout ça dans un cadre de gestion de la catastrophe au plan international, qui est encore un cadre parfois assez incohérent entre différentes structures qui appartiennent à la même structure quelque part. Vous avez l'ONU, vous avez l'OMS, enfin tout ça se marche un peu sur les pieds, la FAO. Donc il y a encore du travail à faire. Voilà, bon, je voudrais simplement, je vais couper ces diapos et revenir vers vous. Voilà. La question qui peut se poser, c'est en fait comment on en arrive là et comment on se forme à ça et concrètement ce que ça donne en tant que métier ou en tant que volontaire. Alors, si vous voulez devenir vétérinaire sapeur-pompier, la première chose, c'est de vous adresser au vétérinaire chef du département dans lequel vous voulez le faire, lequel va vous dire, bah oui, il y a de la place ou il n'y a pas de la place, bienvenue, pas bienvenue. S'il vous dit bienvenue, après, ça se passe avec le médecin-chef, donc avec le patron du 3SM, service de secours et de santé médicale, qui va faire la proposition à son directeur départemental, et puis à partir de là, vous entrez dans les tuyaux. Si vous entrez dans les tuyaux, vous subissez avec plaisir, j'espère, des formations qui sont des formations sapeurs-pompiers. La première, bien sûr, c'est tout ce qui est premier secours en équipe, premier secours, etc. Enfin, tous les gestes de secourisme, bien sûr. Ensuite, une culture du monde sapeur-pompier, une culture du commandement. Tout ça s'acquiert dans les écoles départementales des différents corps de sapeurs-pompiers. Et il y a également à suivre une formation de 3 jours de gestion opérationnelle vétérinaire qui se déroule à l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers à côté d'Aix-en-Provence. Et c'est une formation de 3 jours pendant laquelle on vous explique aussi bien les spécificités de la pharmacie vétérinaire dans le cadre des SDIS, et puis tout ce qui est téléanesthésie, qu'on n'enseigne pas dans les écoles, tout ce qui est prise en compte et contention d'animaux dans des situations un petit peu difficiles, mise en situation de contrôle d'une cuisine, enfin bref, pas mal de NRBC aussi, donc de nucléaire, de rad, de chim et de bio dans des situations opérationnelles, puis il y a un fond de connaissances aussi sur l'incendie. Voilà. Bon, à partir de là, vous avez votre premier grade, qui est le grade de capitaine, et vous progressez, capitaine, commandant, lieutenant-colonel, colonel, il n'y a pas plus que colonel chez nous. Et puis voilà, quoi. N'espérez pas gagner votre vie avec ça. Vous donnez beaucoup et vous recevez peu. Chez les pompiers civils, les volontaires sont payés à la vacation. Je crois que, faut pas dire de bêtises, mais la vacation, elle doit être de 12 € de l'heure actuellement, quelque chose comme ça. Chez les réservistes, ce sont des journées de réserve, qui en fait sont des journées de 24 heures rémunérées comme des journées de 8 heures. Donc il ne faut pas espérer gagner de l'argent avec ça. Donc voilà, en gros, j'ai vu qu'il y avait une main qui se levait, mais je ne sais pas la main de qui. Prenez la parole si vous avez des questions, n'hésitez pas. Non, pas de questions? Il y a une autre question de Louisiane. Faut-il obligatoirement être dans le corps des pompiers avant la formation? Non, il ne faut pas.
Euh, Absolument pas. C'est bien si vous êtes déjà sapeur-pompier volontaire, parce que vous avez cette culture et donc c'est un plus, hein, indéniablement. Mais c'est absolument pas obligatoire. La plupart des vétos-pompiers qui œuvrent aujourd'hui sont des gens qui ont commencé ça une fois qu'ils ont été en clientèle ou qu'ils ont été bien installés, je dirais, professionnellement. Donc non, il n'y a pas de problème. Ensuite, il y a une question d'Amélie. Les pompiers vétérinaires travaillent en parallèle ou avec les gardes champêtres? Alors, les gardes champêtres, c'est des employés municipaux et donc les pompiers vétérinaires, non, ils travaillent. Alors, ils peuvent être amenés à travailler en collaboration avec des gardes champêtres, mais en règle générale, non. C'est-à-dire que les, les- les gens avec lesquels on collabore le plus, concrètement, c'est police et gendarmerie, hein, ça c'est clair. Parfois avec les services techniques municipaux, oui, c'est vrai. Donc, dans les petites municipalités, ça va être des gardes champêtres, mais enfin, c'est quand même pas la situation la plus fréquente. Après, je vois. Ouais, vas-y, Il vas-y. y a une question de Marion. Peut-on faire des stages auprès de vétérinaires sapeurs-pompiers? Ouais, on peut faire des stages auprès de véto-pompiers. Moi, j'ai pris pas mal d'étudiants en stage au fil des années chez les pompiers de Paris. Bon, maintenant, je m'en retire, donc je pourrais plus tellement vous aider. Par contre, tout dépend de l'accueil qui est décidé à réserver le véto-pompier concerné. Il y en a qui vont dire oui, il y en a qui vont dire non, quoi. Voilà. Euh, mais oui, c'est possible, bien sûr, bien sûr. Alors, je vois après, est-ce qu'on peut être à la fois vétérinaire pompier volontaire et vétérinaire en clinique vétérinaire? Oui, la plupart des 325 que j'évoque sont des gens qui sont en clientèle. C'est pas forcément simple. C'est pour ça vaut mieux avoir plusieurs vétos-pompiers dans un même département, bien sûr, parce que celui qui est d'astreinte ou de garde, ben, s'il a sa clientèle à gérer, des fois, il peut pas bouger, donc il fait appel aux copains. Mais en tout état de cause, il est à disposition 24/24 par téléphone. Et il y a quand même, quand on a des personnels bien formés, il y a quand même pas mal d'interventions qu'on peut gérer par téléphone. Euh, Après, en clientèle, bah, ceux que je connais, ils n'hésitent pas forcément à lâcher leur clientèle l'espace d'une intervention, mais après, il faut se structurer professionnellement pour que quelqu'un puisse prendre le relais dans la clinique veto. Mais oui, la plupart sont des gens qui sont en clientèle. Ouais. Alors, étant déjà sapeur-pompier volontaire, l'acquisition du statut de vétérinaire sapeur-pompier n'est pas automatique au sein du SDIS où on exerce. Non, elle n'est pas automatique. Comme je l'évoquais, le fait d'être déjà vétérinaire sapeur-pompier volontaire, c'est un plus, mais il faut néanmoins passer par euh, le patron du service de santé et de secours médical, donc par le médecin-chef, et puis que le directeur départemental demande au préfet un arrêté de nomination spécifique sur l'activité de vétérinaire sapeur-pompier, parce que c'est un passage à un stade officier à trois barrettes, quoi. Donc, et un changement de corps, hein, quelque part, puisque les missions du 3SM ne sont pas les mêmes que les missions des services d'incendie. Alors ensuite, je vois plus bien. Y a-t-il tant d'interventions que ça dans la vie de tous les jours pour un vétérinaire sapeur-pompier? Non. Je dirais que la moyenne, vous l'avez vu, on était à 3000 interventions par an, sachant que nous, sur Paris, rien qu'à nous tout seuls, on en traite à peu près 5 à 600, quoi, donc, sur l'année. Euh, donc en province, je pense que les moyennes se trouvent aux environs de 50 interventions par an par veto de garde, parfois moins. Donc c'est excessivement variable, mais non, il n'y en a pas tant que ça. Il ne faut pas se leurrer. Par contre, il y a de programmer des formations, des participations à des jurys, des choses comme ça. Mais ça, c'est programmé. Euh, Ensuite, on a une question de Anna qui demande comment peut-on avoir le contact de vétérinaires sapeurs-pompiers pour des demandes de stage, par exemple? Alors, le mieux, c'est de contacter l'Association nationale des vétérinaires sapeurs-pompiers. J'en ai été un des créateurs et le président jusqu'à l'année dernière. Le président actuel s'appelle Nicolas Dierne. Il est lieutenant-colonel vétérinaire sapeur-pompier dans le département de l'Oise. Donc, s'il y en a parmi vous qui veulent faire des stages chez des vétos-pompiers, bah, vous me faites signe et je vous donne les coordonnées
de Nicolas pour qu'il vous oriente en fait sur le bon veto au niveau du département dans lequel vous souhaitez faire ce stage. On a Anna qui redemande aussi s'il faut obligatoirement être pompier ou étudiant vétérinaire pour faire un stage du coup auprès d'un vétérinaire sapeur-pompier. Il faut être étudiant vétérinaire, oui. Enfin, du moins, après, n'importe qui peut prendre n'importe qui en stage. Hein, ça, c'est pas un problème. Sauf que pour faire un stage, le fait d'avoir une convention bien officielle au niveau assurance, c'est quand même une chose qui sera exigée parce que ça sort de l'ordinaire et pour peu qu'il y ait une ou deux interventions qui soient un petit peu risquées, s'il n'y a pas de convention de stage, vous n'êtes pas couvert. Donc, c'est pas une bonne chose. Donc, les gens qui ne sont pas étudiants véto, il faut qu'ils appartiennent à une structure qui va les couvrir au niveau du stage.